Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la relaxation. Cet enregistrement fait suite à la dernière vidéo que j'ai faite sur le stress. Tout simplement, comme ça on va voir un petit peu le processus inverse, hein. On a parlé du cercle vicieux du stress, là on va parler du cercle vertueux de la relaxation. Donc tout d'abord on va définir ce qu'est la relaxation. Donc d'après le Larousse, hein, la relaxation est d'une part une détente physique et mentale résultant d'une diminution du tonus musculaire et de la tension nerveuse, mais aussi à la fois une méthode visant à obtenir cette détente par le contrôle conscient du tonus physique et mental, afin d'apaiser les tensions internes et de consolider l'équilibre mental du sujet. La relaxation, comme vous pouvez le constater sur cette photo, est un phénomène tout à fait naturel. Donc, comme je vous l'ai dit dans le précédent enregistrement, l'animal à l'état sauvage va alterner, hein, les phases de repos, les phases de sollicitation et les phases de détente, chose qu'on aura moins tendance à faire dans une civilisation ou une société où on va être sans arrêt en train de cogiter, de penser, de chercher à faire des choses, etc. Donc il y a moins de place pour le repos total, j'entends, hein, parce que parfois il y a des gens qui disent qu'ils méditent, mais en fait non, ils cogitent, c'est pas tout à fait la même chose, et donc ils passent effectivement peut-être des heures à réfléchir sur un sujet, mais c'est pas pour autant euh, qu'ils vont se reposer. Voilà, l'idée c'est vraiment, hein, le lâcher prise, c'est justement balayer un petit peu ces sources de soucis, de contrariétés, de tensions, pour pouvoir se régénérer de l'intérieur. Donc tout commence par la respiration. On a vu que tout de suite, dans la phase d'alerte du stress, on allait avoir la respiration qui allait se figer un petit peu dans la partie haute des poumons, hein. Et bien là, justement, à l'inverse, pour acquérir un état de relaxation, hein, on verra ça en hypnose, on verra ça en méditation, on verra ça en sophrologie, en relaxation bien sûr, dans toutes les techniques de yoga, toutes les techniques de détente, de lâcher prise vont finalement commencer par se centrer sur la respiration. On va reparler bien sûr de la respiration un petit peu plus en profondeur. Une fois que justement on a atteint un premier seuil de détente grâce à la respiration, on va chercher à diminuer son tonus neuromusculaire, donc comme on l'a dit dans la définition, hein, un abaissement, un apaisement des tensions, qu'elles soient neurologiques, donc nerveuses, ou musculaires. Donc ce relâchement neuromusculaire peut se faire de façon passive par la suggestion ou l'autosuggestion, ou est de façon dynamique par une mobilisation corporelle qui va aussi se faire de façon synchronisée avec la respiration. Bien sûr, après la respiration, le relâchement corporel, une porte s'ouvre sur l'imaginaire, sur l'inconscient, et c'est le moment du lâcher-prise. Donc nous allons revenir sur la respiration. Donc vous pouvez constater dans le croquis euh, supérieur un bonhomme, hein, qui inspire et qui expire son air dans un ballon. Donc vous pouvez observer la partie violette qui représente les poumons, hein. Vous voyez que quand les poumons se gonflent, on a les côtes qui s'ouvrent, hein. La cage thoracique va s'ouvrir, c'est pour ça que les côtes sont relativement flexibles, hein. On a des côtes, on a des vertèbres et tout ça est relativement mobile. On va pouvoir constater un effet d'ouverture et de fermeture de cette cage thoracique. Mais vous pouvez constater aussi le trait noir qui est en dessous de la partie violette, hein, en C et en F. Donc vous voyez, ça représente le diaphragme. Donc le diaphragme, c'est une membrane qui se situe entre les poumons et le reste des organes abdominaux. Donc au moment où
On va avoir une inspiration, hein, les poumons se gonflent et donc le diaphragme va s'abaisser. Et au moment de l'expiration, quand les côtes, elles, vont se resserrer, eh bien, le diaphragme va remonter. Donc, c'est très important de comprendre ce phénomène. Hein, vous pouvez regarder sur les dessins dessous. Vous voyez donc les poumons hein, qui sont représentés. On a le foie, donc le foie qui est à gauche de l'écran, enfin face à vous, à votre gauche. Voilà, on voit bien les reins, puis tout le système digestif en dessous. À droite, il y a la rate, il y a aussi l'estomac, le pancréas, enfin bref. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer plusieurs phénomènes à l'inspiration. Déjà, on va avoir une entrée massive d'oxygène hein, dans les poumons. Donc c'est là, on vous parle dans le cours de respiration haute, de respiration basse, de respiration complète. Donc la respiration haute, bien sûr, ne va pas solliciter une grande partie des poumons. Donc on va chercher en relaxation à descendre, faire descendre l'oxygène en bas des poumons pour avoir le ventre qui va gonfler. Et puis ensuite, une fois qu'on aura mécanisé cette action hein, d'envoyer l'air vers le bas des poumons, et ben on va faire une respiration plus complète, c'est-à-dire qu'elle va vraiment partir du ventre, hein, venir gonfler le thorax et remonter les clavicules. Donc vous voyez, elle a presque une hyper-extension, enfin en tout cas une extension du corps. Et au moment de l'expire, on va rentrer le ventre, on va réduire l'espace thoracique et on va abaisser les épaules. Donc ce sera important pour guider vos clients, hein, de les amener à relâcher les épaules parce que parfois à l'expire, ils sont encore là et ils sont super contractés. Donc l'idée, comme c'est de les détendre, et bien effectivement, l'observation que vous allez faire de leur respiration va être importante pour les guider dans cet exercice. Donc, un afflux d'oxygène dans le corps. Première chose, donc cet afflux d'oxygène, bien sûr, l'oxygène, il est distribué par le sang. Hein, ça se passe dans les poumons, donc plus il y a d'oxygène dans le sang, dans les poumons, pardon, plus l'oxygène se dirige dans tout l'organisme grâce au sang. Le problème qu'on rencontre avec les tensions musculaires, c'est que le muscle étant contracté et compacté, il va comprimer les vaisseaux capillaires sanguins et du coup le corps en état de stress est moins bien irrigué, moins bien hydraté et moins bien oxygéné. Donc l'idée c'est que justement dans la deuxième phase on va travailler sur la détente neuromusculaire. Et le sang pourra mieux circuler parce qu'on va décomprimer tous ces fluides corporels qui circulent mal en situation de stress. Donc, on a plus d'oxygène dans le corps. Cet oxygène est mieux distribué au fur et à mesure. Mais en même temps, ce fameux diaphragme, ah oui, alors je parle aussi des côtes. Donc les côtes, elles s'ouvrent, elles se referment. Donc là, j'exagère bien sûr le mouvement, mais au niveau du plexus solaire, quand on est stressé, souvent c'est tendu. Hein, c'est une partie qui est très innervée et qui peut même être douloureuse, hein, un petit peu en avant de l'estomac. Et le fait de bien respirer, ça va créer un étirement et un relâchement de cette zone. Zone qui se situe, dans laquelle se situent aussi les épiplombs. Donc c'est le ligament en fait qui sépare le foie et la rate. Hein, et là aussi on va avoir une action là-dessus et ça va permettre aussi de libérer certaines tensions au niveau du plexus solaire, au niveau de l'estomac. Ensuite, le diaphragme donc va, on a dit, descendre, remonter. Ça fait une sorte de pompage en fait. Hein, ça fait un mouvement de piston comme ça de haut en bas et de bas en haut. Et ça va venir écraser et relâcher tous les organes sous-diaphragmatiques. C'est-à-dire que ça va relancer le péristaltisme, ça va stimuler tous les organes qui sont la rate, le foie, le pancréas, la vésicule, puis tout le système digestif, bien entendu. Hein, et du coup, on va avoir tout ça, ça va se relancer. On a vu qu'avec le stress, que c'était un peu figé, hein, qu'il y avait un afflux de sang vers les organes pour leur dire hop, 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 restez tranquille, l'énergie est mise à disposition
pour la lutte ou la fuite. Donc là, effectivement, on va se reconnecter à ces organes et les relancer, les redynamiser. Ce qui veut dire qu'ils vont mieux travailler, donc mieux éliminer les toxines, et donc mieux faire circuler, encore une fois, tout ce qui doit circuler dans le corps en termes de liquide. Donc ça, c'est pour la partie corporelle, hein, la partie corporelle. Donc on voit que la respiration va vraiment commencer à mettre en place un processus de libération, donc libération des toxines, et puis en même temps de libération des tensions nerveuses et musculaires qu'on va retravailler par la suite. Mais ces petits détails vont faire que justement, tout fonctionnant mieux, le corps sera encore une fois mieux hydraté, mieux oxygéné, mieux lubrifié aussi au niveau des articulations par exemple, hein, tout ce qui est de la lymphe, de la synovie qui va circuler, plus c'est bloqué, hein, si on a effectivement des tensions, les muscles raccourcissent, mais les tendons s'étirent et du coup les articulations aussi sont impactées. Hein, et donc le fait de relâcher va recréer des espaces et du coup tout va pouvoir mieux circuler encore une fois, à partir du moment où les muscles vont se relâcher, les muscles, les nerfs, les tendons, etc. Mais ça commence déjà avec la respiration parce que, comme je vous l'ai dit, on va mettre le corps en mouvement même s'il est allongé. Hein, la respiration va solliciter énormément de parties du corps. Hein, on va avoir vraiment, je veux dire, si la respiration est vraiment complète, on va vraiment avoir un grandissement du corps et un rapetissement des clavicules jusqu'au plancher pelvien. Hein, même si les bras et les jambes ne sont pas forcément mobilisés dans cet exercice-là, ça fait déjà fonctionner pas mal de choses. Donc c'est très important cette respiration et c'est très important de guider la personne. Donc ça, c'est pour l'aspect, on va dire, physiologique. J'ai pas parlé des échanges gazeux où j'en ai parlé un petit peu, donc effectivement, hein, c'est intéressant de parler de ça parce que c'est ce qui va nous mener directement à l'aspect plus symbolique. L'aspect symbolique, c'est-à-dire que le fait d'inspirer de l'oxygène, d'inspirer quelque chose qui est bon pour mon corps, et puis d'expirer du gaz carbonique qui est plutôt toxique, hein, on va justement relâcher, libérer, évacuer, eh bien ça amène tout un processus symbolique et donc on va pouvoir s'inspirer de la respiration pour absorber tout ce qui est positif pour nous et évacuer tout ce qui est négatif pour nous, tout ce dont on veut se défaire. Hein, donc c'est pour ça que les relaxations dynamiques, comme certaines techniques de sophrologie, vont être directement en lien avec la respiration. Donc bien sûr, la respiration va de par ce fait avoir une action sur l'esprit, ne serait-ce que déjà par le fait qu'on se concentre sur cette respiration et qu'à partir du moment où on est concentré sur quelque chose, et bien bizarrement, toutes les contrariétés du jour vont s'éliminer d'elles-mêmes puisqu'on va focaliser notre attention sur notre propre corps, à la fois techniquement sur le mécanisme physiologique de la respiration, mais aussi grâce à l'observation et l'écoute de notre corps qu'on va faire à ce moment-là. Et là aussi, c'est le sophrologue qui va guider son client en lui disant, ben voilà, observe ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce que tu ressens, observe les points de tension. Hein, on peut aussi, s'il y a une tension dans une épaule ou dans une partie du dos, par exemple, amener la personne à inspirer comme si elle voulait diriger l'air dans cette zone de tension pour ensuite l'évacuer. Donc il y a un tas de procédés comme ça inspirés de la respiration qui sont très très intéressants à utiliser. Donc on va avoir un apaisement émotionnel, comme je vous l'ai dit, hein, les tensions d'émotion sont souvent dirigées vers le ventre ou vers le plexus solaire, donc là aussi on va libérer certaines tensions dans les trapèzes et les épaules aussi, le fait de justement inspirer, de venir solliciter ici, puis de relâcher, hein, on va permettre une détente puisque les émotions, comme vous le savez, hein, ont toujours un impact
sur le corps, hein. Si on dit j'ai l'estomac dans les talons, si on dit j'ai une boule au ventre, j'ai un nœud à la gorge, etc., c'est pas pour rien, ça illustre un ressenti physiologique d'une émotion, hein. Donc voilà, on va pouvoir libérer les tensions liées aux émotions et du coup, les émotions vont pouvoir aussi s'apaiser. Donc ça facilite la concentration, hein, puisque bien sûr on va mécaniquement chercher à suivre les paroles du sophrologue. Donc là aussi attention, parce que parfois le fait d'être trop directif dans ce travail avec la respiration, ça met la personne dans un besoin de perfection et un aspect trop technique, hein. Parfois c'est aussi simple que de leur dire c'est comme si vous alliez vous endormir. Voilà, écoutez simplement votre respiration et vous chercherez à l'amplifier après. Hein, parfois, il y a des gens, ils sont tellement dans l'intellect qu'ils essayent de contrôler et ils sont complètement euh, désynchronisés, ils rentrent le ventre quand il faudrait le gonfler, etc. Donc là aussi, ne focalisez pas si la personne n'arrive pas à respirer, passez à la suite et au fur et à mesure des séances, elle arrivera à mieux avoir conscience de sa respiration et à mieux avoir conscience de ce qu'elle doit faire pour aller chercher une respiration complète. Je parle aussi de libération d'hormones, donc effectivement le but, hein, de la relaxation, et ça commence avec la respiration encore une fois, c'est justement de libérer des endorphines, dopamine, ocytocine, toutes ces petites hormones qui vont à la fois venir stimuler l'imaginaire parce qu'elles agissent comme une drogue au niveau du cerveau, hein, elles vont permettre la déconnexion de la réalité. Mais elles favorisent aussi, enfin disons, elles stimulent et elles interviennent directement dans le système immunitaire. Donc il est très important pour un individu tel quel qu'il soit de régulièrement pouvoir générer ce genre d'hormones. Voilà, donc ils vont faciliter le lâcher-prise mental, mais aussi permettre une régénération du corps, du système immunitaire pour pouvoir créer ou recréer une homéostasie. Voilà, donc je dis ensuite intégration de la respiration dans les exercices de relaxation dynamique, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Voilà, donc bien sûr quand je parle des hormones, oui, on a besoin d'hormones pour régénérer le système immunitaire, pour trouver une homéostasie, mais attention, ça ne veut pas dire que si je le fais une fois par mois, ça va suffire, hein. C'est aussi la répétition, l'entraînement qui va favoriser tout ça. Une fois isolé, ça ne sert à rien concrètement. Donc on a parlé en technique de relaxation de la respiration. Et là, on va faire un petit focus sur la suggestion, puisque la suggestion, c'est ce qui va nous permettre de guider nos clients. Et l'idée, c'est qu'ils acceptent, bien sûr, nos suggestions. Alors déjà, on va définir ce qu'est une suggestion. Donc une suggestion, c'est une idée, une pensée qui s'impose à l'esprit, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est transmis d'un individu pour aller vers un autre. La suggestion, elle répond à la loi d'idéodynamisme, c'est-à-dire que chaque pensée se transforme en acte ou pas. C'est-à-dire qu'après, voilà comment ça fonctionne, hein. En dehors des actes réflexes, ou si vous vous mettez derrière la porte, que vous me faites peur, je vais sursauter, je ne vais jamais l'avoir anticipé. Par contre, quoi que je fasse dans la vie, ça va toujours être précédé par une pensée. Si j'ai les cheveux dans la figure, je vais me dire, ben voilà, je vais mettre mes cheveux derrière. Si je veux aller fermer la fenêtre, je vais penser, je vais fermer la fenêtre, puis je vais me lever. Il y a toujours une pensée qui précède un acte. Voilà. Après, l'idée, c'est qu'on va transmettre à l'autre une pensée pour que celui-ci la transforme en acte. Mais il n'est pas obligé. C'est pas un ordre, une suggestion, hein. C'est je soumets une pensée à quelqu'un et soit elle y répond en faisant l'acte qui est en lien avec ma suggestion, soit elle choisit de rester indifférente. Dans ces cas-là, ben, son acte à elle par rapport à ma suggestion, c'est l'indifférence, c'est de rester indifférent. Soit elle va choisir de prendre le contre-pied de ma suggestion.
Par exemple, si je dis je vous invite à fermer les yeux, elle va rester les yeux ouverts. Voilà. Mais je lui ai demandé, je lui ai proposé de fermer les yeux. Elle a choisi de ne pas le faire. C'est l'acte qui a suivi cette pensée de fermer les yeux. Qu'est-ce que ça représente pour elle, etc. Après, ça viendra dans la discussion, mais on est là pour proposer simplement des pensées et que ces pensées soient transformées en actes. Donc on dit souvent que pour qu'une suggestion soit acceptée, il faut qu'elle soit transformée en autosuggestion, c'est-à-dire que la personne ait presque l'impression que l'idée vienne d'elle et qu'elle accepte et qu'elle fasse. J'ai presque envie de dire qu'on fait l'inverse. Quand on est en sophrologie, finalement, si on est vraiment à l'écoute de son client, une personne qui vient pour se reconditionner positivement pour n'importe quel sujet, par exemple, elle a peur de présenter un oral à l'examen, hein, et ce qu'elle veut, c'est se sentir courageuse et se sentir invulnérable, par exemple, en situation d'examen à l'oral. Bon, eh bien, en fait, c'est nous qui allons lui suggérer dans une visualisation, euh, quand elle sera dans un état favorable, bien sûr, parce que si on lui dit de but en blanc, ça n'aura pas forcément son effet, hein. Si on lui suggère qu'elle est invulnérable à ce moment-là, eh bien, quelque part, on a pris ce qu'elle voulait ressentir et on lui permet de le ressentir dans un état où elle peut le faire. Pourquoi elle peut le faire? Parce que bien sûr, les suggestions, on va en avoir de deux sortes. On va avoir les suggestions qui vont amener la personne au lâcher prise, puis ensuite on va avoir les suggestions qu'on fera plus tard en sophrologie qui vont amener la personne à modifier leur comportement. Mais ces suggestions-là, ces dernières suggestions qui vont permettre de modifier un comportement, elles ne vont être efficaces que quand la personne sera finalement décentrée de son état normal, qu'elle soit dans un état normal, une fois qu'elle sera dans un état modifié de conscience, qu'elle aura baissé son seuil de vigilance, qu'elle aura plus peur, hein, et qu'elle sera dans un contexte positif dans lequel elle pourra conceptualiser qu'elle se sent invulnérable face à un examinateur. Voilà. Donc les suggestions qu'on va utiliser en relaxation vont être simplement des suggestions de confort, de bien-être, de détente. Hein. La suggestion ne va pas forcément être verbale, c'est-à-dire que si je veux par exemple que la personne respire, je peux lui suggérer de respirer profondément, etc. Mais je peux aussi moi simplement respirer profondément. Et parfois, essayer de faire ça dans des situations où vous êtes en conflit avec quelqu'un, ou vous sentez qu'il y a une tension quelconque, hein, simplement vous prenez le temps de respirer profondément, il y a de grandes chances que vos interlocuteurs fassent de même peu de temps après. Voilà, donc pensez que tout ce que vous allez faire va être une source de suggestion. C'est pour ça qu'on ne fait pas une séance de sophrologie en criant très fort, et c'est pour ça qu'on n'a jamais vu un cabinet de sophrologue rouge et vert pétant, par exemple. Hein, c'est parce que déjà, dans l'ambiance que vous allez créer, dans l'attitude que vous allez avoir, vous allez suggérer à votre client un état de détente, de bien-être et le fait de se poser, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je parle aussi de forme et de fond. Hein. La forme, c'est la façon dont on va faire passer la suggestion. Hein, c'est-à-dire qu'on va être attentionné par rapport à la personne, on va être bienveillant, positif, chaleureux, on va parler avec une voix douce. Et le fond, ça va être aussi que ce qu'on va lui suggérer, il faut que ça rentre dans sa vision du monde, dans sa vision des choses. Hein, si je lui dis, si je suggère à une personne quelque chose qui est en contradiction avec sa morale ou ses valeurs, forcément sa réponse à ma suggestion va être antagoniste, je dirais, ou en tout cas, elle va pas y prêter d'attention. Par contre, à partir du moment où je vais être sensibilisée aux besoins de mon client, qu'est-ce que c'est pour lui la détente, qu'est-ce que c'est pour lui la relaxation, comment, par exemple, si je dis lâcher prise, pour certains, le lâcher prise, c'est anxiogène. C'est quoi, je lâche prise, je tombe si je lâche prise. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est quel terme je vais utiliser, quels mots qui vont justement permettre à la personne de se sentir concernée et d'avoir envie de répondre positivement à la suggestion. Donc là, on verra ça, justement, toutes les techniques de PNL qu'on verra
dans le prochain module vont être importantes pour ça, justement, pour capter les mots qui ont du sens pour la personne et comprendre finalement ce qu'elle attend de nous et comment on va l'amener. Voilà, donc très important, la formulation, le fond, la forme, l'attitude, tout ce qui va entourer la suggestion. Alors, en technique de relaxation, on a aussi la visualisation. Alors, la visualisation, je dis toujours, n'a de visuel que le nom. La visualisation n'est pas d'avoir des images visuelles, de voir. Ce ne sont pas des hallucinations. Une visualisation, c'est une expérience sensorielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, je vous demande de fermer les yeux et je vous demande de vous imaginer dans un paysage avec une nature luxuriante, d'observer les formes, les couleurs, mais aussi les sons, les odeurs, les sensations corporelles, peut-être l'air sur votre visage, etc. Ça, on va utiliser tout le système sensoriel. Qu'est-ce qui se passe quand je vous raconte cette histoire? Qu'est-ce qui se passe quand je vous demande de vivre cette expérience? Peut-être que vous ne voyez rien. Peut-être vous allez sentir des odeurs, peut-être vous allez sentir des sensations, peut-être vous allez entendre des sons. Voilà. Et bien, peu importe ce qui se passe, c'est ce qu'on va appeler justement la phénoménologie. Quand je vous propose de vivre quelque chose mentalement, qu'est-ce qui vient en premier, qu'est-ce qui vient ensuite, et peut-être parfois ça va se dessiner en dernier l'image, ou peut-être en premier. Voilà, tout simplement. Et parfois, l'image qui vient peut avoir aucun rapport avec ce que a suggéré le praticien. C'est aussi une possibilité. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener la personne à vivre une expérience agréable. Et donc, c'est pour ça qu'on va toujours, toujours, toujours demander, proposer à la personne de prêter attention à ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle ressent, ce qu'elle sent olfactivement, ce qu'elle touche. On va vraiment impliquer tous ses sens dans cette expérience pour la rendre le plus réelle possible. C'est vraiment ce que Caicedo va appeler derrière la vivance, c'est-à-dire je suis en train de vivre cette expérience par tout mon système neurologique en fin de compte. Donc ça, c'est très important parce que c'est à partir de là, en relaxation, on va utiliser uniquement des visualisations qui vont favoriser le lâcher-prise, donc ça va être uniquement des scènes agréables. Mais ensuite, après, en sophrologie, on va utiliser la visualisation de façon plus pratique. C'est-à-dire, par exemple, amener une personne à s'imaginer en train de passer son examen et en train d'être à l'aise dans cette situation. Eh bien, ça ne marchera pas forcément si on n'a pas au préalable fait une visualisation où elle a pu justement mobiliser tous ses sens et qu'elle est sensibilisée à vivre cette expérience dans sa tête en fin de compte. Mais à la fois dans sa tête et à la fois ça stimule des zones au niveau du corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les neurosciences nous ont appris qu'une situation soit réellement vécue ou totalement imaginée, on va avoir les mêmes zones cérébrales qui vont être activées et parfois les mêmes zones physiologiques, les mêmes réactions physiologiques. Par exemple, si vous vous imaginez, comme c'est marqué dans le module, en train de mordre à pleines dents dans un citron, vous pouvez très bien vous mettre à saliver. Voilà, donc on va avoir des réactions comme ça physiologiques, des sensations de bien-être, des sensations de chaleur, des sensations de légèreté, enfin peu importe. Et l'idée, c'est qu'on va réinvestir ça dans les visualisations qui auront plus une utilité pratique par rapport à l'objectif du client. Objectif en relaxation qui n'est que de se détendre. Attention de ne pas faire l'amalgame. C'est pour ça qu'en sophrologie, on aura deux types de visualisation. Ce qu'on appellera l'induction mentale, la visualisation liée au lâcher-prise, puis ensuite une visualisation liée à la technique qu'on va utiliser spécifiquement. Alors, une fois qu'on aura compris le principe de la visualisation, on va s'attaquer maintenant aux métaphores thérapeutiques. Donc, les métaphores thérapeutiques, ce sont des histoires. En général, ce sont une sorte de petits contes, de légendes,
qui vont amener la personne à voir les choses autrement. C'est-à-dire, l'idée, c'est que cette histoire, elle corresponde à la réalité du client et qu'elle ait une valeur un peu euh, intéressante par rapport à ce qu'on recherche. Donc la métaphore thérapeutique en relaxation ne restera que axée sur le bien-être ou sur des lieux communs, on va dire, hein. Et l'idée, c'est que ça va stimuler l'inconscient du fait que la personne va parfois s'identifier à un personnage du conte ou de la métaphore. Et c'est intéressant parce que justement, ça va stimuler l'imaginaire du client. Donc la métaphore thérapeutique peut tout à fait remplacer une visualisation puisqu'elle va être elle-même une visualisation par rapport à une histoire. Voilà, donc une petite métaphore, donc je vous laisse la lire. Donc ces deux techniques, que ce soit la visualisation ou la métaphore thérapeutique, permettent de prendre de la hauteur afin de changer sa perception des choses, hein. C'est-à-dire qu'on se met dans une autre dynamique que celle dans laquelle on est arrivé euh, dans le cabinet de son praticien, hein. On est vraiment là à relativiser. Mais quand je dis relativiser, c'est pas uniquement intellectuel, c'est vraiment prendre de la distance avec nos problèmes du quotidien, nos tensions, nos contrariétés, hein. On va vraiment vivre quelque chose qui va nous mettre dans un état où finalement, ben, tous les petits détails, tout ce qui nous paraissait grave et insurmontable, deviennent beaucoup plus acceptables, hein. C'est quand on s'élève, j'ai pris l'image de la montgolfière, parce que voilà, quand on s'élève comme ça, ben, les choses qui peuvent paraître monstrueuses en bas, ben, plus on s'élève, plus elles deviennent petites en fin de compte. Et donc c'est l'idée, hein. L'idée, c'est qu'en prenant de la hauteur sur les choses, ben, parfois elles paraissent insignifiantes, alors que quand on est face à elles, elles paraissent des montagnes. Loi d'attraction et pensée positive. Donc j'ai mis ces deux aspects, puisque finalement c'est la même chose. On parle beaucoup de loi d'attraction, donc c'est pour ça qu'on en parle dans le module. La loi d'attraction n'a rien de mystique. Je veux dire, depuis la nuit des temps, une partie des hommes se sont rendus compte que, ben, en étant positif, euh, on arrivait à beaucoup plus de choses dans la vie. Donc c'est pas, voilà, on parle de la méthode Coué, hein. La méthode Coué, c'est pas je vais bien, tout va bien. La méthode Coué, c'est chaque jour, à tout niveau, je, je vais de mieux en mieux. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a une progression, hein, et que cette progression, elle est acceptable pour notre cerveau. À partir du moment où on veut penser que, ben, je sais pas, d'un coup, une personne en difficulté financière, ben, si d'un coup on se dit, bah tiens, je m'imagine Crésus, être Crésus, forcément le cerveau, enfin que ce soit le conscient ou l'inconscient, c'est pas crédible quoi. Donc forcément ça va pas fonctionner. Par contre, à partir du moment où on est de plus en plus ouvert, hein, il y a vraiment ce phénomène d'ouverture, ouvert aux autres, ouvert à des opportunités, des solutions, eh bien au plus on les voit. C'est pas qu'elles sont pas là, c'est qu'on les voit pas. Quand on est centré sur le problème, hein, on parlera d'orientation solution en coaching notamment, hein. C'est-à-dire que quand on focalise sur le problème et physiquement on voit bien, hein, la personne elle est recroquevillée sur elle-même, elle voit son problème, elle ne voit que lui, alors que finalement en ouvrant un petit peu son champ de conscience, elle ouvre aussi son champ des possibles. C'est-à-dire qu'elle va rechercher des opportunités, elle va être dans un phénomène d'ouverture qui va aussi, et beaucoup, et c'est en ça qu'on va parler de loi d'attraction, qui va avoir un effet euh, qui va avoir un impact sur son environnement et notamment avec les gens, un impact sur les gens avec lesquels elle interagit, hein. On a tous une influence les uns sur les autres en permanence. Si
je viens vers vous en faisant la tête, ou si je viens vers vous parce que je suis super excitée, parce que il m'est arrivé je sais pas, j'ai gagné au loto, ou j'ai une bonne nouvelle, je vais pas avoir la même attitude, je vais pas avoir le même comportement. Et donc vous non plus, parce qu'en fonction de la façon dont je viens vous voir, bah, vous allez soit être contaminé par ma joie, soit être déprimé par mon attitude, soit avoir envie de me fuir parce que vous n'avez pas envie de voir la tête que je fais. Voilà, donc l'idée c'est que dans ces interactions-là, on a toujours un pouvoir personnel et on a toujours un pouvoir sur le monde extérieur. Mais et c'est ça en fait, on parle de crise, hein, on ne contrôle pas le monde de l'extérieur, mais en fonction de notre état intérieur, on va avoir une influence positive sur le monde, en tout cas sur les gens qui nous entourent, et du coup ça va faire un peu un effet boule de neige. Donc l'idée c'est, au plus je suis ouvert à des solutions, des opportunités, au plus je vais communiquer depuis un état positif, et au plus justement ben, je vais sortir de mes problèmes. Mais au plus je me ferme sur mon problème et au moins je laisse de possibilités à mes yeux de voir les opportunités, mais aussi aux opportunités d'arriver vers moi, ou à des gens qui voudraient me tendre la main, où je vais dire oui mais non tu peux pas m'aider parce que oui je sais mais oui mais hein, les personnes elles s'enferment dans une sorte de prison intérieure, de non-choix, où finalement c'est pas qu'elles n'ont pas le choix, c'est qu'elles ont fait des choix et qu'elles ont l'impression de les subir. Hein, mais quand une personne sait qu'elle pourrait faire des voyages, oui, mais je peux pas parce que j'ai une famille à gérer, eh ben, c'est pas qu'elle peut pas, c'est pas qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle pourrait dire bah, ma famille, je la laisse de côté, puis je vais voyager toute seule. Seulement, elle a choisi de privilégier sa famille au détriment de ses voyages. C'est un choix qu'elle a fait et qu'elle est en train de refaire à nouveau. Et là, du coup, on voit plus les choses de la même façon. On se dit plus mince. Il m'empêche de faire quelque chose. Non, j'ai choisi personnellement de faire passer ma famille en priorité par rapport à mes loisirs. Donc l'idée c'est qu'elle prend conscience après la personne qu'elle est effectivement dans le choix et elle va peut-être chercher un compromis, un consensus, peu importe, mais du coup elle va voir les choses déjà différemment. Voilà, donc tous ces, toutes ces méthodes vont amener la personne vraiment à lâcher prise, mais bien sûr, on les utilisera dans un ordre précis, hein, que vous verrez au module suivant, puisque la relaxation comprend une trame bien spécifique. Hein. On a vu déjà les prémices, hein, la respiration, la relaxation physique, et puis le lâcher prise mental. Voilà, tout ce qui va mener la personne à un état particulier de relaxation, c'est-à-dire une détente physique, une détente mentale, mais aussi tout un processus physiologique et chimique qui va favoriser la régénérescence des cellules, des organes et le meilleur fonctionnement aussi, on n'en a pas parlé, euh, intellectuel et mnésique. Hein. On a vu dans dans la vidéo sur le stress que les tensions corporelles et la focalisation sur le problème dont je viens de parler d'ailleurs euh, amènent la personne à bloquer intellectuellement, à avoir des problèmes, des déficits d'attention, de concentration, de mémorisation. Hein, effectivement, là, le fait de lâcher prise, d'un coup, il y a une disponibilité au niveau du cerveau. Donc, on l'a vu qui permet d'aller dans l'imaginaire et justement qui ouvre le champ de conscience de la personne. Et à partir de là, elle est plus apte à envisager des solutions que quand elle arrive complètement fermée et contractée sur son problème en début de séance. Voilà, et bien écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite en tout cas une bonne continuation et je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Au revoir.